Le Maroc va co-organiser la Coupe du Monde 2030. C'est un projet absolument gigantesque, avec des enjeux économiques colossaux. L'objectif, c'est clair, c'est de marquer un but économique qui dure dans le temps. Mais attention, le chemin est loin d'être simple. Alors, que faut-il vraiment savoir sur ce pari immense ? C'est officiel, en 2030, le monde entier aura les yeux rivés sur le Maroc. On parle de l'un des plus grands événements sportifs de la planète qui débarque en Afrique du Nord, et forcément, l'excitation est à son comble. Mais alors, est-ce que ce sera vraiment une victoire économique ? Ou est-ce que ça risque d'être une erreur qui coûte très très cher ? C'est une question qui pèse plusieurs milliards, littéralement. On va donc regarder les deux faces de la pièce, d'un côté la vision, la grande vision, et de l'autre les risques bien réels basés sur ce qui s'est déjà passé ailleurs. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Quel est le plan de match exactement ? Accrochez-vous parce que les chiffres donnent le vertige. Voilà le premier chiffre clé. 322,4 milliards de dirhams. C'est l'investissement total, qu'il soit direct ou indirect, qu'on estime nécessaire pour préparer cette Coupe du Monde. C'est un engagement financier juste colossal pour le royaume. Et qu'est-ce qu'on attend en retour de tout ça ? Eh bien, les projections sont impressionnantes. On parle de plus d'1 million de visiteurs, de la création de 335 000 emplois et d'un impact de près de 3 milliards d'euros sur le PIB. Sur le papier, la promesse est vraiment belle. Mais attention, il ne faut pas croire que tout cet argent va uniquement dans les stades. Loin de là. C'est en fait un plan de modernisation pour tout le pays. On parle des lignes à grande vitesse, du développement des aéroports, de la flotte aérienne, des hôtels. Bref, c'est tout le Maroc qui est embarqué dans ce projet. Mais voilà, il faut aussi être réaliste. L'histoire des méga-événements sportifs, elle est pleine d'exemples où la fête s'est terminée avec une sacrée gueule de bois financière. Du coup, les experts appellent à une certaine prudence. Et cette prudence, elle est bien résumée par cette analyse. En gros, ce que ça dit, c'est qu'il y a souvent un énorme décalage entre les discours super optimistes des politiques avant l'événement et la réalité économique une fois que les lumières s'éteignent. Alors, quels sont ces risques concrètement ? D'un côté, il y a la promesse de jobs permanents et d'un tourisme qui explose. Mais de l'autre, l'expérience passée montre souvent autre chose. Les emplois créés sont temporaires et ils disparaissent juste après la compétition. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'effet de substitution. Les touristes habituels, effrayés par la foule et les prix, décident tout simplement de ne pas venir. Et ça nous amène au risque le plus célèbre, celui des fameux éléphants blancs. C'est quoi un éléphant blanc ? C'est une infrastructure, typiquement un stade, qui coûte une fortune à construire, qui est magnifique, mais qui, une fois l'événement terminé, ne sert plus à grand-chose. Il devient juste un fardeau financier. On a vu ça au Brésil, en Afrique du Sud, c'est un vrai piège. Et ce risque, il n'est pas juste théorique. Même au Maroc, au sein du patronat, on en est bien conscient. La clé, c'est d'investir juste ce qu'il faut, au bon endroit, pour justement éviter de se retrouver avec ces fameux éléphants blancs sur les bras. Alors, on a vu les risques. Mais qu'est-ce qui pourrait faire que pour le Maroc, l'histoire soit différente ? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans un seul mot. L'accélération. Cette citation est super éclairante. L'idée, c'est que la Coupe du Monde n'est pas un point de départ. Ce n'est pas comme si le Maroc partait de zéro. C'est plutôt un énorme coup d'accélérateur pour des projets qui étaient déjà dans les tuyaux depuis des années. Quand on regarde la trajectoire du Maroc, c'est très clair. Dès les années 2000, le pays a lancé de grands chantiers. Puis il y a eu des réformes. Et plus récemment, un nouveau modèle de développement. En fait, la Coupe du Monde 2030 ne fait que mettre une date butoir, un deadline, sur des objectifs qui existaient déjà. Ça force à aller plus vite. Et c'est là qu'on comprend que la stratégie va bien au-delà du béton et de l'acier. Le véritable objectif, ce n'est pas juste d'avoir des stades flambant neufs. C'est de se servir de l'événement pour bâtir une économie plus moderne, plus diversifiée, une économie de la connaissance. Et on en voit déjà les prémices. Regardez un peu ce qui se passe dans la scène Sportec marocaine. On a des boîtes qui utilisent l'intelligence artificielle pour le tennis, des plateformes pour organiser des matchs, des applis pour récompenser l'activité physique. Ce sont des exemples parfaits de comment l'écosystème du sport peut devenir un terreau pour l'innovation. Bon, on a vu les promesses, les risques, la stratégie. Alors, au final, c'est quoi le but ultime pour le Maroc ? Comment est-ce qu'on s'assure que cet événement soit une réussite sur le long terme, bien après le coup de sifflet final ? Tout semble converger vers 3 leviers absolument essentiels. Premièrement, le capital humain. Il faut former les gens pour des carrières durables. Deuxièmement, maîtriser les partenariats entre le public et le privé. Et troisièmement, l'entrepreneuriat. Il faut créer un environnement où les nouvelles idées peuvent éclore. Alors, la grande question demeure. Est-ce que le Maroc peut réussir là où d'autres ont échoué ? En utilisant la Coupe du Monde comme un accélérateur, l'ambition est claire.
Il ne s'agit pas seulement d'organiser un tournoi de foot, mais bien de prouver qu'on peut transformer un événement sportif en une victoire économique durable. Une chose est sûre, en 2030, le monde entier regardera.